Hello tout le monde, c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué dans le Geek Haul, je viens de faire face à un mois assez compliqué, partagé entre angoisse, ambiance anxiogène et compagnie, et je me sentais pas de faire des vidéos pendant cette période-là. J'avais pas la motivation plus que ça non plus, pour vous dire, les jours où je travaillais pas, je me mettais dans mon canapé, soit j'arrivais à regarder une série télé, soit j'arrivais à lire un peu, mais grosso modo, tout ce que j'ai fait, c'est dormir. Parce que je me suis aperçue que le moment où je dors, c'est le seul moment où je ne pense pas à tout ce qui se passe pour le moment. Voilà, donc j'ai pas eu un mois très productif, alors qu'on pourrait se dire, on va profiter de cette période pour faire des choses, pour lire plus, pour ci, pour là. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Il faut déjà savoir que le fait qu'il y ait le confinement ne change pas grand-chose à mon quotidien, en ce sens où je travaille de chez moi, je reste la plupart du temps chez moi. Tu sais que je suis assez casanière et compagnie. Donc j'ai envie de te dire que dans mon petit quotidien à moi, ça n'a pas changé grand-chose à avant. Voilà, donc ça c'est la première chose. On dirait que j'ai les cheveux courts comme ça, mais non, hein, c'est juste parce qu'on voit mieux ceux de devant, qui eux forcément sont un peu plus courts. Voilà. Ce qui a réellement changé dans mon petit quotidien, on va dire, c'est que je ne vois plus ma sœur, je vois plus mes parents, je ne peux plus aller voir ma grand-mère puisque dans les homes c'est fermé et compagnie. On s'est adapté autrement pour faire nos courses avec Jérémy. Pour moi, le gros point noir de ce confinement, c'est vraiment de ne pas pouvoir voir mes proches. C'est vraiment le gros point noir, c'est de ne pas pouvoir faire des soupers le samedi soir avec papa, maman et la petite sœur. Et voilà, maintenant on se rattrape, hein, je veux dire, on se fait des petits calls sur Facebook, je leur téléphone quasiment, oui, au moins 2-3 fois par jour, oui, au moins, voilà. À papa, voilà, papa 2-3 fois par jour au moins, dès qu'il y a un truc que je vois à la télé pour en parler avec lui. La sœur, c'est pareil, je l'appelle pas tous les jours parce que j'ai toujours l'impression parfois que je la dérange quand elle travaille, puisqu'elle fait télétravail. Moi, mes journées de travail sont comme avant, voilà, j'ai pas fait plus ou moins, je fais vraiment comme avant. La seule différence, c'est que les rendez-vous que j'avais pris avec des gens pour qu'ils viennent me voir, je les ai annulés évidemment, et donc il n'y a pas de rendez-vous pour le moment. Jérémy fait télétravail aussi, enfin il fait moitié télétravail, moitié chômage économique, donc il arrange ses petites journées pour que finalement il travaille quelques heures et qu'il puisse quand même profiter pour faire ce qu'il aime faire quand il ne travaille pas, à savoir jouer aux jeux, etc., etc. Voilà, donc dans mon quotidien à moi, ça n'a pas changé grand-chose, j'ai envie de dire, d'être confiné à la maison. C'est juste pesant, cette ambiance qui est assez anxiogène, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit le journal parlé. Il y a parfois, en regardant le journal à la télé, après, mais j'avais des crises d'angoisse qui me montaient, quoi, tu vois. Et ça, j'en fais quand même au moins 1 à 2 par semaine, j'ai envie de te dire, où j'ai vraiment une bouffée d'angoisse qui me monte comme ça, et c'est pas évident à gérer. J'ai toujours l'impression que j'ai chopé le Covid-19, voilà, alors que, bon, globalement, ça va, je prends ma température. Et jusqu'à présent, je croise les doigts que ça continue, je n'en ai pas. On sort kiki comme on le faisait avant, c'est-à-dire dans le quartier, comme on le faisait avant. Hein. Je veux dire, on ne fait pas des plus longues ou des plus courtes balades maintenant. On fait exactement ce qu'on faisait avant. Il y a juste les courses qui ont changé, c'est-à-dire que maintenant, depuis un peu avant le confinement, puisque moi j'étais allée faire mes courses le 13 mars, on fait nos courses pour 15 à 3 semaines. Voilà, donc depuis le début, moi j'ai fait comme ça. La première fois que je suis allée faire mes courses le vendredi 13, j'y suis allée pour 2-3 semaines. Et d'ailleurs, c'est bien, je suis pas retournée faire mes courses avant le 3 avril. Et là, normalement, je peux encore tenir une bonne semaine. Donc oui, puisque ça fait déjà 15 jours que j'y suis allée. Donc voilà, c'est la façon de fonctionner. On a choisi vraiment de faire nos courses toutes les 2-3 semaines pour pas sortir de trop. À part ça, pour aller faire les courses, je suis sortie une fois pour aller à la pharmacie pour aller chercher mes médicaments, et je suis sortie une fois parce qu'il fallait que j'aille déposer tout ce qui était dossier et compagnie, parce que ça faisait 1 mois que tout mon travail était là et qu'il fallait quand même bien qu'il parte là où il devait aller. Donc voilà les sorties que j'ai fait. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui va se dire allez, on va aller faire un gros tour en balade, etc. Je pourrais profiter de la période pour me dire écoute, en plus il commence à faire beau, on va aller faire du jogging pour se préparer à la run du mois de septembre à Disney.
si elle a lieu, hein, voilà. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie d'être mêlée aux gens qui, ah ben tiens, t'as vu ces gens-là, tu les vois jamais courir et comme par hasard, pendant le confinement, hop, ils sortent et ils vont courir. J'ai pas envie d'être prise pour quelqu'un comme ça, quoi, tu vois. Donc du coup, j'y vais pas. Donc je sais pas si la run aura lieu, on verra. Maintenant, il faut te dire aussi que Disney me manque énormément. C'est très 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 dur en fait de se dire qu'on peut pas y aller. Moi, c'est ma bouffée d'oxygène, hein, tu le sais, et de savoir que je ne peux pas y aller pour le moment et de ne pas savoir quand je vais pouvoir y retourner, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, pas la peine de me dire dans les commentaires ouais, tu penses à ça, tu penses pas aux soignants, etc. etc. Je pense aux personnes déjà qui l'ont. Je pense à tous ces gens qui sont décédés et à leurs proches, parce que je voudrais pas vivre l'épreuve déjà de perdre un proche et de devoir faire son deuil dans une période où tu peux pas rendre hommage à la personne de manière correcte, j'ai envie de dire. Je pense aux soignants, je pense à tous ceux qui sont obligés de continuer à travailler en étant dans des situations en première ligne, comme on dit. Évidemment que je pense à tous ces gens-là, mais ça ne m'empêche pas de penser à cette petite lueur que j'aurai quand tout sera fini et que je pourrai retourner à Disney, parce qu'honnêtement, c'est le truc qui va me faire tenir sur la durée ce confinement, c'est de me dire, quand ce sera fini, je pourrai retourner là-bas. Voilà, c'est vraiment le truc qui me fait tenir, qui me fait dire on fait des efforts pour le moment et après on aura le droit de reprendre les choses qui nous tiennent à cœur, etc. Et pour le moment, voilà, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Voilà, mais c'est évident qu'on pense à tous ces gens-là et je remercie profondément toutes les personnes qui travaillent et qui sont en première ligne. Les soignants, les infirmières, les médecins, les éboueurs, les caissiers, les caissières, toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui pour assurer un service minimum à la société. Et je les remercie pour leur courage. Et parce qu'il en faut du courage. Parce que tu vois, moi, je serais aujourd'hui caissière, tu me dirais d'aller travailler dans des conditions pareilles. Je pense que j'irais, mais la peur au ventre tous les jours, et que je ne sais pas si j'aurais pu franchement tenir sur la durée avec cette menace, tu vois, parce que ça me fait peur, quoi, tu vois. Tu sais pas si tu es dans la bonne partie ou dans la mauvaise partie, et ça me stresse beaucoup, parce que j'ai toujours ce truc de me dire, bah oui, mais t'es en surpoids, je suis plus en obésité morbide alors que je l'ai été, donc je me dis bon, à ce niveau-là, ça devrait déjà jouer en ma faveur. Mais j'ai pas envie de jouer avec le diable, tu vois. J'ai pas envie de tenter le diable, donc j'essaye de faire attention et je reste un maximum à la maison. Voilà, bon, maintenant qu'on a fait un petit point, je vais te parler des lectures que j'ai fait ces derniers jours. Alors, j'ai commencé le confinement en relisant The Land of Stories de Chris Colfer, donc le tome 1, donc c'est Le Pays des Contes en français, donc c'est traduit chez Michel Lafon, et celui-ci c'est The Wishing Spell. Donc je l'avais lu en français au moment de la sortie du bouquin, et j'avais plus du tout de souvenir de cette lecture. Je pense que j'avais beaucoup aimé. Je sais même pas si j'en avais fait une chronique sur mon blog à l'époque ou pas, donc c'est pour dire à quel point ça remonte. Je suis même pas allée vérifier d'ailleurs, mais en tout cas c'est une lecture qui m'a beaucoup plu en anglais. J'ai vraiment aimé découvrir cet univers en anglais, et juste avant le confinement, donc vraiment début mars, je m'étais acheté la suite, puisque ça c'est une lecture de début mars, et j'avais pris tous les tomes que je n'avais pas, donc les 2, 4, 5 et 6, et maintenant je vais pouvoir continuer la saga tranquillou bilou, hein, à mon aise. Mais en tout cas vraiment j'ai adoré découvrir cette histoire en anglais. J'avais peur que le style, puisque c'est du middle grade, soit un petit peu compliqué, et que voilà, déjà que bon, hein, c'est écrit en plus tout petit. Voilà, j'avais peur que ce soit une lecture qui dure et qui allait être assez compliquée, mais je dois dire que c'est vraiment plutôt bien passé, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors je vais pas non plus te reparler de l'histoire ni quoi que ce soit. Je pense que c'est un livre qui est quand même assez connu, où il est question donc de deux enfants, Alex et Connor, qui vont se retrouver avec le livre des contes de leur grand-mère, un livre qu'ils lisaient vraiment quand ils étaient petits, qu'ils adoraient et tout. Et un jour ils vont se retrouver comme aspirés, ou alors ils vont tomber dans le livre et donc connaître des aventures au pays des contes, puisque ils doivent
évidemment trouver le moyen de sortir de ces contes, et donc pour cela ils vont devoir récolter des objets pour pouvoir faire le wishing spell. Donc je sais pas comment ce que tu pourrais traduire ça, mais c'est un sort qui permet donc de faire un vœu et ce vœu se réalise. Voilà, et donc ils vont devoir récolter des objets pour pouvoir activer ce sort, sauf qu'ils ne sont pas les seuls à être à la recherche de ces fameux objets pour activer ce fameux vœu. Et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup la manière dont c'est tourné. C'est très bien fait. Je me suis pas spécialement attachée au personnage, je l'avoue, mais en tout cas l'univers est vraiment génial. J'adore la manière dont les histoires s'enchaînent. Je trouve que tout est assez cohérent dans cet univers de Chris Colfer, et vraiment, si tu n'as pas encore lu Le Pays des Contes, mais vas-y, fonce, parce que c'est vraiment une super lecture. Ensuite, j'ai lu Le 6e sommeil de Bernard Werber aux éditions Albin Michel. Tu sais que Bernard Werber fait partie de mes auteurs chouchous. J'ai découvert Bernard Werber quand j'avais 18 ans. J'avais lu Les Thanatonautes, qui est resté très longtemps mon livre préféré. Et ensuite, j'ai lu la trilogie des fourmis, que j'ai également beaucoup aimé. Et après ça, j'ai vraiment lu tous ces bouquins, sauf que est arrivé un moment où j'ai été assez déçue parce qu'il y a eu la trilogie des dieux que j'ai pas spécialement appréciée. Et voilà, j'ai eu un petit décrochage avec l'auteur à ce moment-là. J'ai lu quelques bouquins après qui m'ont redonné, on va dire, un petit peu confiance, qui m'ont permis de réapprécier ce que l'auteur faisait. Notamment, c'était Le Miroir de Cassandre et Le Rire du Cyclope, je pense. Et puis ensuite, il y a eu Troisième Humanité, dont je t'ai parlé l'année passée sur la chaîne. Et donc là, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas, surtout que il y avait un petit truc à l'entrée du livre quand je l'ai ouvert qui m'a quand même donné super envie de le lire. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà. C'est imaginer que vous puissiez revenir 20 ans en arrière et retrouver en rêve la personne que vous avez été plus jeune. Imaginez que vous ayez la possibilité de lui parler, que lui diriez-vous? Voilà. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai ouvert le bouquin pour lire ça, j'ai dit je veux lire ce livre. Donc on partait bien. Sauf que au final, je pense que c'est l'un des Werber que j'ai le moins aimé. Alors, est-ce que je l'ai plus aimé ou moins aimé que la trilogie des dieux? Je crois qu'on est au même stade. C'est pour te dire vraiment que j'ai eu des soucis avec ce livre. Il partait très bien dans le sens où j'aime toujours Werber parce que j'ai l'impression que quand je lis ses bouquins, j'apprends plein de choses. Là, j'ai appris plein de choses sur le sommeil, sur les phases du sommeil, sur d'autres cultures, comment ils perçoivent le sommeil, etc. J'ai trouvé ça hyper intéressant, comme il le fait d'ailleurs dans chacun de ses bouquins. Donc pour ça, c'est tout bon, etc. Le problème, c'est que j'ai commencé à avoir des similitudes dans les termes qui m'ont rappelé un petit peu, beaucoup même, les Thanatonautes, et je me suis dit, si on part sur la même histoire des Thanatonautes transposés au sommeil, là ça va me poser un petit problème parce que ça manque un petit peu d'originalité. Voilà, et on était à moitié là-dedans en plus. Ce qui m'a aussi fortement gênée, c'est le fait que je trouve qu'il va beaucoup trop loin en fait. J'aime toujours comme Bernard Werber part dans quelque chose d'un peu plus fantastique, auquel parfois des choses qui, tu vois, ils ne sont pas vraies, mais avec les éléments qu'il t'avance, bah, t'as l'impression que ce qu'il te dit pourrait arriver, et donc ça te paraît complètement crédible. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment quand j'ai lu le début de Troisième Humanité, quand il me parlait du fait qu'on allait créer des micro-humains et que nous, humains, on descendait d'une race d'humains qui faisait 17 mètres de haut. Tu sais que c'est complètement farfelu, mais de la manière dont il te le raconte, tu as l'impression que ce qu'il te dit pourrait être vrai. Voilà, ça reste crédible. J'ai eu le cas avec d'autres de ces bouquins où on partait vraiment sur quelque chose de totalement imaginé, de romancé, mais où je me dis c'est quand même plausible avec les explications qu'il avance. Là, j'ai eu du mal. Ici, j'ai eu du mal. J'avais déjà eu du mal sur le tome 3 de Troisième Humanité, où j'avais pensé qu'il était parti beaucoup trop loin. Ben, un petit peu, c'est le cas ici. C'est-à-dire qu'à la base, le pitch qui m'avait tellement donné envie, c'est-à-dire le fait de pouvoir revenir en arrière 20 ans, parler à la personne que tu as été quand tu étais plus jeune, eh bien, au départ, ça me semblait hyper attractif, ça me donnait super envie, et au final, eh bien, c'est devenu le truc où je me dis, mais là, tu vas trop loin et tu me perds dans tes explications. Il y a plein de trucs, hein, de bouquins que je lis, par exemple, quand j'ai lu La promesse de Dieu de Dos Santos, je crois, l'auteur, voilà, où il te parle de physique quantique et il commence à te parler de
tout ça de manière assez vulgarisée pour que tu arrives quand même en tant que toi, lecteur lambda qui n'a jamais fait de physique quantique de ta vie, tu arrives quand même à comprendre les notions et compagnie dont il te parle. Là, je n'ai absolument aucune idée sur ce qu'il avance par rapport à cette théorie, par rapport au sommeil, au 6e sommeil. Je veux bien le croire jusqu'à la phase 5 avec le sommeil paradoxal, etc., comment ça se passe quand on dort, mais ce qu'il avance et ce qu'il met en pratique pour expliquer le 6e sommeil et comment retourner dans le passé de ses propres rêves pour aller se parler 20 ans avant, là on était beaucoup trop loin, on était dans des explications qui m'ont totalement perdu. Voilà, je n'ai pris aucun plaisir à lire ça parce que j'étais pas à fond dedans, j'y croyais pas, pour moi c'était que des bêtises, c'était pas crédible pour un sou, et c'est ce qui fait que malheureusement j'ai pas du tout apprécié le 6e sommeil. Vraiment, ça m'a pas plu. Voilà, ça arrive rarement que je n'aime pas un bouquin de Werber. Jusqu'à présent, je te dis, il y a la trilogie des dieux qui commençait très bien et que plus on avançait dans les tomes, moins ça allait. Et alors celui-ci, un one-shot, ça a suffi pour que ça me plaise pas. Du coup, moi qui avais envie de lire d'autres de ces livres pour essayer de rattraper un peu le retard que j'ai dans la lecture des Werber, ça m'a pas donné envie d'y retourner. Ensuite, j'ai lu un livre sur ma Kindle. Alors, je vais essayer de te retrouver le titre. Donc, c'était un livre que j'avais acheté. Non, j'avais pas acheté. Je l'avais eu gratuit. C'est ça. Je l'avais eu gratuit. Via les trucs Freebooksy et compagnie, tu vois, tout ce qui est offert au niveau d'Amazon. Tous les jours, il y a des e-books qui sont gratuits, donc on va filtrer. Oui, lu. Voilà, comme ça on va aller plus vite. Voilà. Alors, ça s'appelle, et je te mettrai la couverture là, c'est The Grimm Files, It's a Charmed Life de Célène Charles. Voilà, donc c'est un livre que j'ai lu en anglais et c'est une trilogie. J'ai téléchargé le tome 2 d'ailleurs, enfin je l'ai téléchargé, je l'ai payé celui-là parce qu'il n'était pas gratuit. C'est un livre où encore on est vraiment de Grimm Files, tu te doutes bien qu'on est forcément dans le monde des contes de fées et des frères Grimm. On parle d'Alice au Pays des Merveilles, etc. Donc c'est pas que les frères Grimm, puisque c'est pas le même auteur qui a écrit Alice au Pays des Merveilles. Voilà, je ne vais pas retrouver son nom là maintenant tout de suite. C'est pas la peine, c'est Lewis Carroll. Voilà, tu vois, parfois ça vient, ça part, ça vient, ça part. Bref, dans ce monde donc de contes de fées, on a notre héroïne qui est Ariel, qui est donc une sirène, qui est donc une princesse, donc la fille on suppose que c'est du roi Triton, forcément, mais elle s'est fait bannir de son royaume par son père, et maintenant elle travaille au sein de la police de Grimm, voilà, qui est une ville, et elle résout des affaires, notamment des meurtres, etc., qui se passent dans les différents univers. Et dans cette première histoire, il y a un meurtre inélucidé qui s'est passé donc tout près du château où vivent Blanche-Neige et donc elle va être envoyée après 1 ou 2 ans où il n'y a pas eu de nouvelles en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle est envoyée pour essayer de trouver une piste supplémentaire, et cette piste va la mener à Wonderland, donc au Pays des Merveilles, donc dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, forcément. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? Honnêtement, j'ai aimé le fait que tous les univers des contes de fées soient réunis par des espèces de portails qu'il faut passer pour aller, par exemple, dans le royaume de Blanche-Neige, tu dois prendre un portail, pour aller à Wonderland, tu dois prendre un portail, et tout est relié par ces différents portails. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce principe-là. J'ai aimé aussi que l'auteur se serve des contes de fées comme base, mais réinvente un petit peu cet univers en donnant des rôles assez différents aux personnages des contes de fées que dans leur version originale. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles, donc Alice, c'est une tenancière d'une maison close. Tu vois, voilà, tout ce genre de choses. Donc j'aime en fait que les personnages soient réinventés, parce que j'aime du coup les redécouvrir dans un nouveau rôle, et surtout que là ils ont tous visage humain, que ce soit le chapelier fou qui va l'accompagner d'ailleurs dans sa recherche d'indices, etc. Le chat de Cheshire est dedans aussi, et c'est un homme, et je pense qu'il est chef-shifter, donc il peut se transformer si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, tu découvres des tas de personnages différents, tu apprends aussi l'histoire d'Ariel, pourquoi est-ce qu'elle s'est fait bannir, même si les détails
sont donnés extrêmement loin dans le roman, donc résultat, tu peux te poser la question pendant longtemps. Tu as des renseignements aussi sur sa manière de fonctionner, sachant que les sirènes dans cet univers sont pas les gentilles sirènes que tu retrouves et qui vont danser avec le roi Triton et compagnie. Ce sont des sirènes qui vont attirer les marins pour les tuer. Et voilà, donc ce sont des mangeuses d'hommes, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas non plus des gentilles sirènes, etc. Voilà, et elles ont une particularité, c'est que pour pouvoir, enfin c'est surtout la particularité d'Ariel, je pense que ça tient aussi du bannissement que lui a donné son père. J'en suis pas sûre parce que ces détails-là n'étaient pas très clairs, mais il y a des choses qu'elle doit faire si elle veut pouvoir marcher sur Terre sans être dans son environnement aquatique à elle. Voilà, il y a ses eaux en fait, elle a des eaux à elle, et voilà. Donc c'est un univers qui était bien pensé, honnêtement, pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Malgré tout, je lui ai pas spécialement mis une bonne note, je crois que je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. Ce qui m'a pas plu, c'est que j'ai pas réussi à m'accrocher au personnage d'Ariel. Je trouvais qu'elle avait des pensées tout le temps qui étaient très très dirigées vers le sexe, tout le temps. Voilà, c'était très sexualisé par moments. Tu vas me dire, bah, quand tu te retrouves avec une personne à aller interviewer dans une maison close avec des effluves qui te font des choses, etc. Puis après, des rapprochements avec certains personnages qui font que... Enfin voilà. Mais j'ai trouvé que c'était très sexualisé. Je m'attendais pas forcément à ça dans ce roman. Voilà. Deuxièmement, je l'ai lu en anglais et je dois bien t'avouer que j'ai trouvé que le style était assez corsé, ce qui fait que j'ai l'impression que je suis passée à côté de pas mal de subtilités et que c'est peut-être pour ça, en fait, que j'ai pas spécialement non plus forcément accroché. C'est peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas bien ou mal comprises. Voilà. Donc en anglais, ça a été une lecture qui était assez ardue. Donc du coup, ben voilà, le fait est que quand tu as déjà un petit problème avec la langue, quand il y a des livres qui sont plus compliqués à lire en anglais, ben, parfois il y a des détails qui t'échappent et peut-être qu'il y a des choses que tu comprends moins bien et de fait tu as l'impression d'être un peu perdu. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai trouvé que dans la construction, il manquait des liants parfois, que c'était mal expliqué et que ben, il y a parfois on me donnait un détail et je me suis dit mais ça sort d'où ça? Est-ce qu'on en a déjà parlé avant, etc. Voilà, j'ai eu un gros raté par rapport à ça, par rapport au fait que je me suis pas spécialement attachée au personnage. Voilà, mais j'essaierai quand même de lire la suite parce que ma foi, la fin du tome 1 m'a quand même donné envie de lire la suite pour découvrir encore plus de choses sur l'univers, puisque là, il faut savoir que donc Ariel, elle a eu quelque chose qui est arrivé dans sa vie, elle a perdu quelqu'un dont elle est très proche et je pense qu'on va un petit peu avoir des renseignements supplémentaires par rapport à cette personne dont elle était très amoureuse apparemment. Donc j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner et voir si ça va toujours être autant sexualisé, voir si on va nous emmener dans d'autres coins des contes de fées et pas rester à Wonderland. En tout cas, j'ai adoré découvrir Wonderland comme il me l'a été proposé dans ce roman-là. Ça m'a vraiment plu. Donc voilà, c'est une lecture qui est en demi-teinte pour moi. Ça a été dur à lire en anglais, mais je pense que je lirai quand même la suite. Et pas tout de suite. Et maintenant, je suis en train de lire As Old as Time, donc c'est un Twisted Tale de Liz Braswell. C'est le 3e qui est sorti en français, évidemment, c'est celui sur La Belle et la Bête. Je pense que tu le vois. La couverture est la même en français. Et donc, le twist, c'est « Et si la mère de Belle avait maudit la bête ?» Voilà, donc si c'était elle qui avait jeté la malédiction, si c'était la mère de Belle qui était l'enchanteresse. Voilà, alors, il faut savoir que c'est un livre que ça fait quelques mois, quelques semaines, j'ai envie de dire que j'ai envie de le sortir et à chaque fois je me dis oh là là, c'est Liz Braswell, ça va encore être compliqué. Si tu te souviens de quand je t'avais parlé celui avec la Belle au bois dormant, je t'avais dit que le style était assez compliqué, c'était très lent, etc. Et j'avais peur que ce soit exactement la même chose puisque j'avais ressenti aussi cette lenteur et cette difficulté dans le niveau de la langue avec le premier tome sur Aladdin. Donc je me dis, c'est toujours la même autrice, on est toujours sur Liz Braswell, je vais aussi avoir ce problème-là. Et ben non, voilà. Alors je te dis pas, il y a parfois des passages où je dois relire 4-5 fois la phrase pour être sûre de l'avoir bien compris, mais je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Est-ce que c'est dû aussi au fait que je kiffe à mort La Belle et la Bête et que je connais l'histoire par cœur? Maintenant, ça aurait pas dû le faire avec Aladdin parce qu'Aladdin aussi, je le connais par cœur. Donc, j'ai autant de fois vu pareil, quoi, Aladdin que La Belle et la Bête. Donc, voilà. La Belle au bois dormant, moins parce que ça fait partie des Disney que j'aime moins. Mais en ce qui concerne celui-ci,
et Aladdin, voilà. Je sais pas, mais je trouve que c'est beaucoup plus fluide que les autres lectures que j'avais eues. Et ma foi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime énormément ce bouquin. Donc là, j'en suis à 140 pages de la fin. Je mets très longtemps à le lire. Ça fait une semaine que je suis dessus. Parce que comme je te l'ai expliqué, parfois quand je suis dans ce canapé et que je me dis je vais lire, après un chapitre, je le referme et je m'endors. Aussi de m'endormir, tu vois, alors que je suis en train de le lire. Ça m'arrive aussi. Donc voilà pourquoi est-ce que je n'avance pas et parce que aussi je fais du diamond painting et compagnie, mais j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on suit un petit peu l'intrigue de la Belle et la Bête jusqu'à temps évidemment que Belle découvre la West Wing, donc l'aile ouest. Voilà, on a aussi des précisions avant sur l'installation de Maurice dans le royaume, sur la mère de Belle. En fait, on a tout ce volet-là qui n'est pas du tout exploité dans le dessin animé de La Belle et la Bête, ni dans le film. D'ailleurs, on a toutes ces précisions sur qui était la mère de Belle, ce qui a pu se passer avant, le royaume, où est le château de la Bête, hein, voilà. On en apprend beaucoup plus par rapport à ça, même au moment où on a eu le twist, j'ai quand même des éléments qui sont assez identiques à l'histoire. C'est-à-dire que par exemple, Maurice suit son histoire telle qu'elle est dans le dessin animé, c'est-à-dire qu'au moment où Belle fait son choix et que la Bête le met dans sa carriote là pour lui dire tu le retournes au village, lui va aller voir dans la taverne les habitants pour leur dire que Belle a été kidnappée par une bête géante et il n'y a personne qui le croit, tout le monde rigole, ce vieux fou de Maurice, l'idée de Gaston, paf paf. Voilà, donc par rapport à ça, je dois dire qu'il n'y a pas énormément de changements. Maintenant, je pense que il y a un changement qui s'est opéré par rapport à cette histoire de base. L'histoire de la Belle et la Bête, j'ai envie de dire que j'aime bien découvrir Belle et la Bête sous cet angle-là parce que tu te rends compte, hein, déjà tu le vois dans le dessin animé, hein, que c'est une jeune fille qui est en avance sur son temps dans le sens où elle, la vie qu'on lui destine, à savoir la femme qui doit être mariée et être là aux petits soins pour son mari, c'est pas trop l'idée qu'elle se fait de sa vie, quoi. Tu vois, elle a envie d'aventure, elle a envie de connaître l'aventure comme elle la voit dans les livres qu'elle lit. Enfin voilà. Et moi, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a des réflexions qui sont pas mal, notamment d'un point de vue féministe, etc. J'aime beaucoup aussi le regard qu'elle porte sur sa mère, puisqu'il faut savoir qu'aussi les âges ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai un petit problème de timeline à définir l'âge qu'avait Belle au moment où sa mère a jeté la curse, donc la malédiction, parce que je sais pas, j'ai l'impression que Belle devait avoir été bébé, donc soit elle était bébé ou elle avait 2-3 ans maximum. Et notre prince, il avait 11 ans, c'était encore un enfant de 11 ans, donc forcément, la malédiction, c'est 10 ans, voilà. Donc Belle, ça devrait l'amener à 12-13 ans, or là, elle en a entre 16 et 18. Tu vois, moi j'ai un problème parce que je me dis, ou alors elle était déjà plus âgée et on s'en est pas rendu compte au moment de la narration, alors que moi je pensais vraiment que Belle était encore bébé au moment où sa mère a disparu. Il faudra que je relise un petit peu les passages, voir s'il y a un détail qui dit que le temps a passé entre le moment où Belle avait 0 et 2 ans et le moment où, où sa mère a dû jeter la malédiction. Enfin voilà, moi j'ai un problème de timeline. À part ça, j'adore. Voilà, j'adore. J'ai juste relevé quelques petites choses. Et Belle se pose également des questions par rapport à sa mère. Elle se dit, mais comment sa mère peut avoir cursé, donc avoir posé cette malédiction sur un gamin de 11 ans juste parce qu'elle a eu des problèmes avec ses parents, que ses parents n'étaient pas des gens bien et que forcément elle se dit, comme ils l'ont élevé, lui, je dois le tester pour voir s'il est comme ses parents. Et parce qu'il échoue à son test, voilà, je te transforme en bête, à 11 ans, hein, je rappelle. Et tous les habitants du château, c'est pareil. Hop, tous transformés également en petites tasses, en lumière, en ci, en là. Voilà. Et là, tu te poses quand même la question. Tu te dis, oui, vu sous cet angle-là, tu te dis peut-être que l'enchanteresse, sous couvert de « je veux faire le bien, moi je prône le bien, il n'y a que le bien qui compte », elle fait plus mal que bien. Parce qu'à 11 ans, ok, le garçon, tu lui offres une rose en étant une vieille dame et compagnie, il t'envoie jeter. Voilà, et puis après il essaie de s'excuser quand tu te transformes en Belle enchanteresse devant lui. Ok, d'accord, ce qu'il a fait c'est pas correct, mais est-ce que ça méritait d'être transformé en bête?
Voilà, donc tu commences à te poser des questions sur la mère de Belle, sur la manière dont elle agit, sur l'enchanteresse donc, et sur le fait que bah, tu te poses aussi des questions de se dire est-ce que finalement ce qu'elle fait à ce gamin, est-ce que c'est pas une revanche sur la manière dont ses parents se sont comportés? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu peux pas non plus punir un garçon parce que ses parents n'ont pas eu les bons comportements. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait 2 fois que je dis tu vois ce que je veux dire. Bref, il y a des questionnements qui sont proposés là-dedans, entre le bien, le mal, etc. Et moi, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement actuellement parce que je suis en train de regarder The Handmaid's Tale, la saison 3, où on voit notamment des scènes où on repart dans le passé de Tante Lydia. Donc qui n'est pas un personnage très sympathique, tu vois, mais qui va faire aussi dans son passé des choses que toi tu te dis mais qui sont choquantes, tu te dis mais enfin moi j'aurais jamais fait ça, mais elle le fait en ayant la certitude qu'elle fait la bonne chose. Et là encore des conversations qu'elle a eues avec June, tu te rends compte que elle a cet esprit tordu de se dire qu'elle veut faire le bien, qu'elle veut faire les bonnes choses, qu'elle veut aider les gens, et donc en faisant ce qu'elle fait actuellement, elle fait les bonnes choses parce que son esprit tordu pense qu'il est dans le bon. Je pense qu'il y a un peu de ça avec l'enchanteresse. Je veux pas non plus dire que l'une et l'autre sont pareilles, hein, parce que ce que fait Tante Lydia est quand même bon voilà. Mais il y a dans cet esprit ce besoin de se dire qu'on va faire le bien et que le bien doit être comme ça, sans être ouvert d'esprit et sans se rendre compte que parfois en voulant trop faire le bien ou en voulant donner des leçons, on fait le contraire de ce qu'on veut faire à la base. Voilà, et j'aime c'est tout ce questionnement que Belle a par rapport à sa mère, je trouve ça extrêmement intéressant. Bref, je kiffe et j'ai hâte de le terminer. Alors voilà, je sais plus quand je l'ai commencé exactement. Je l'ai commencé, je pense, fin février ou début mars. Oui, ça doit être un des deux. Voilà, et je l'ai presque terminé puisqu'il me reste que ça à faire. Donc, c'est en carré. Évidemment, c'est un 90 x 70 que j'avais acheté au tout début que je faisais du diamond painting. C'est une image que j'avais trouvée sur Pinterest de Walt Disney. Tu sais, mon amour pour Walt Disney. J'avais vraiment envie d'avoir un tableau Walt Disney chez moi. Et donc, j'ai décidé de faire cette image en personnalisé. J'avais choisi de la faire chez Uekan, qui n'était pas... voilà, parce que tout le monde me recommandait Uekan à ce moment-là, et j'aurais mieux fait de ne pas écouter tout le monde et faire à mon goût, c'est-à-dire essayer de trouver un vendeur par moi-même, puisque tout pop. Voilà, c'est une catastrophe, c'est du popping... Voilà, et là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, maintenant, je m'amuse. Bon, je ne l'ai pas encore fait sur ce petit coin-ci, mais sur tout le reste, c'est fait. J'ai mis du vernis de chez Cléopâtre, du col brillant. Voilà, je te remettrai la référence en barre d'infos si je la retrouve, même si pour le moment, c'est pas disponible sur Amazon. Mais voilà, donc j'ai dû mettre du vernis. C'est la première fois que je vernis un de mes tableaux parce que ce n'était pas possible autrement. Alors, effet du vernissage, le tableau ici, je sais pas si tu le vois, mais il est beaucoup plus rigide qu'avant, alors que là, tu vois, voilà, ça, je sais pas le faire là. Donc, c'est beaucoup plus dur. Je ne vois pas trop de différence pour le moment au niveau de, comment je veux dire, de la brillance ou quoi que ce soit. Je trouve que le rendu est quand même assez brillant, donc ça me convient. Je vais te dire, s'il y a une perte de brillance, tant pis. J'ai envie de dire que c'est le prix à payer pour pas être ennuyé à devoir tout le temps remettre des diamants qui pop et qui pop, parce que je devenais folle quoi. J'ai dû en remplacer je sais pas combien, parce qu'en attendant le diamant il partait, je voyais pas forcément où était le trou, et puis le diamant il tombait à terre, enfin bref, tu vois un petit peu la cata. Donc là il est verni, au moins je suis tranquille, il va bientôt être fini. Je ne sais pas encore lequel je ferai par la suite, mais je suis plutôt satisfaite de celui-ci. Maintenant ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a des endroits où j'ai mis un petit peu trop de voilà, je sais pas si tu vas voir ici, là. En fait, c'est les jonctions. C'est-à-dire que comme je fais carré par carré, ce côté-ci, il est sec quand je fais celui-là. Et du coup, après, je remets du vernis. Pour être sûr d'en avoir mis partout, parfois, je déborde un petit peu sur le carré où il y en a déjà. Et ça fait un petit peu ça, où là, tu vois qu'il y a du vernis. Mais sinon, ça se voit pas trop. Je crois que j'ai fait 2 fois la connerie. Ouais, ici aussi. Tu vois, là. Et là, maintenant, tu vois, c'est complètement plane. Je peux faire ça avec mes mains. Et il n'y a pas de diamant qui va popper. Avant, je faisais ça, j'en avais 4-5 qui me venaient dessus, quoi.
Donc je suis plutôt satisfaite. Ça m'ennuie d'avoir mis du vernis parce que quelqu'un m'avait dit en commentaire, oui mais tu vas voir le vernis ça jaunit. Ce que je vais essayer de faire, c'est de le mettre dans un endroit où il n'y a pas d'exposition directe au soleil. Comme ça, je me dis, s'il n'y a pas d'exposition directe au soleil, il y a peut-être une chance que ça ne jaunisse pas. Voilà, je ne sais pas si le fait de jaunir a un rapport avec le soleil, mais bon, dans ma tête, je sais qu'il y a pas mal de choses qui jaunissent dû à l'exposition au soleil. Donc je me dis que peut-être si je ne le fais pas, peut-être qu'il n'y aura pas de soucis, tu vois. Voilà, sinon je pense que je vais en finir avec ce vlog parce que je vais essayer de faire des petites tranches comme ça, pas forcément filmer sur plusieurs jours. Là je pense que j'ai déjà pas mal de contenu. Sinon tu vas voir, ici tu vois, Kiki va bien, voilà. Kiki va bien mais Kiki est un peu chiant. Kiki est un petit peu chiant parce qu'il y a une femelle en chaleur. Voilà, et pendant le confinement, c'est pas pratique, il veut sortir beaucoup plus pour aller sentir le pipi de la chienne. Hein. Voilà, l'autre fois, il nous a fait sortir à 11h30 au soir, juste pour aller renifler du pipi. Sinon, il voulait pas dormir et il était en train de pigner et c'était très difficile. Mais on est sorti parce que sinon, on s'est dit, on dormira pas. Et pour le moment, il mange pas bien ses croquettes, il les mange avec... Enfin si, il mange toujours ses croquettes, c'est-à-dire que tu lui sers ses 2 gamelles de croquettes, il est fini dans la journée, mais il va prendre plus de temps pour les manger. Voilà, donc Kiki va bien. Voilà, j'ai aussi essayé de filmer avec l'appareil photo et pas avec la caméra que j'ai pour essayer d'avoir une qualité d'image qui est supérieure, on verra bien. Qualité de son supérieure aussi, on verra bien. Mon Dieu, j'ai lavé mes cheveux aujourd'hui. Regarde-moi dans quel état ils sont déjà, quoi. Voilà, j'espère en tout cas que ce retour de vlog t'aura plu. Je ferai donc comme je l'avais dit dans la vidéo Geek Haul, puisque au niveau des commentaires, j'ai quand même reçu une grande majorité de personnes qui étaient d'accord pour que je poste des vlogs alternés, donc en alternant des nouveaux vlogs qui datent de maintenant et des vlogs qui me restent à poster qui datent de janvier et février. Voilà, donc ça, c'est le premier vlog de la nouvelle fournée et j'essayerai de vlogger les vlogs qui me restent en alternant, donc en faisant 1-1, comme ça je me dis qu'il y aura peut-être qu'en fait, je me dis que j'aurai peut-être pas de commentaires de gens, parce que c'est vrai que c'est énervant quand tu postes une vidéo comme j'avais fait. J'avais posté le dernier vlog où c'était le dernier vlog qui me restait de l'année 2019 et donc forcément il y avait toujours le sapin. De toute façon, dans les vlogs que tu vas voir, il y aura toujours le sapin. Le sapin qui était dans cette pièce-ci, il a été retiré le 29 février. Donc voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire moi? Je veux dire, c'est vraiment énervant quand le premier commentaire que tu lis, c'est « Ah, c'est dommage qu'on a des vlogs qui datent du mois de décembre, moi je suis plus dans le mood. Hein. » Ben, je dis, voilà, honnêtement, c'est agaçant. Je me dis toujours, je vais avoir des commentaires cool et tout. On va pouvoir parler peut-être de lecture de Noël, même si on est en mars, c'est pas grave. Et non, c'est, ah, mais non, mais moi, je suis plus dans le mood. Ben, ne regarde pas le vlog alors, parce qu'en plus, c'est écrit, je veux dire, dans le titre. Donc, voilà, je ne comprends toujours pas ce besoin de devoir dire aux gens absolument que t'es pas content alors que le contenu, finalement, tu le payes pas. Voilà, donc j'espère qu'en faisant cette alternance, il y aura... plus ce genre de commentaires en tout cas, que vous savez maintenant qu'il va y avoir une alternance entre les anciens et les nouveaux, que oui j'ai traîné à poster les anciens, mais honnêtement quand j'ai pas envie, je vais pas me forcer parce que ça a jamais été mon... Comment je vais dire, ça n'a jamais été mon mode opératoire, que ce soit pour la chaîne, pour mes livres, pour le diamond painting, c'est quand j'en ai envie, j'en fais, quand j'en ai pas envie, j'en fais pas. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne et s'il y en a qui n'aiment pas, ben tant pis, j'ai envie de dire, moi je vais pas me forcer à poster quand j'en ai pas envie et si j'ai envie de poster les choses que j'ai fait il y a 2-3 mois, je les posterai quand même. Voilà, c'est juste, si ça te plaît pas parce que c'est trop vieux, tu regardes pas et puis basta. Voilà, donc là j'espère quand même que ça m'évitera ce genre de commentaires et d'avoir des commentaires un peu plus joyeux parce que comme je l'ai dit aussi dans mon Geek Haul, c'est pas le moment d'emmerder les gens avec des commentaires négatifs, avec des remarques qui n'en sont pas ou qui a pas besoin de faire, soit dans la bienveillance, soit dans la gentillesse, et si tu as quelque chose à dire qui n'est pas gentil, garde-le pour toi, parce que de toute façon, moi, ces commentaires-là, tu sais bien où ils iront, c'est à leur place.
dans la poubelle. Voilà, bon, je vais te laisser. J'espère que ce vlog de retour t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important pour me soutenir et que même si tu es silencieux, que tu laisses pas de commentaires parce que tu n'as pas envie de commenter, c'est pas grave si tu n'as pas envie de commenter. Laisse juste un petit pouce bleu. C'est tout ce que je te demande, un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter ma vidéo pour me dire comment toi se passe ton confinement. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que, comme moi, c'est plutôt facile d'être confiné parce qu'au final, ça change pas grand chose à ta vie? N'hésite pas non plus à me dire si tu as lu un des livres que je t'ai présenté ou à me parler de tes lectures à toi durant ce confinement. Peut-être que ça me donnera des idées. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, partager la vidéo si le cœur t'en dit et activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!